c'est Ça, faux. c'est au niveau peut-être individuel, au niveau des entreprises, Ouais. entre autres. À votre niveau, quelle doit être la posture de l'État par rapport peut-être à ces menaces de cyber, bon, de cybercriminalité? La posture de l'État, déjà depuis 2008, c'est la loi, hein, en fait. L'État du Sénégal a mis en place une loi sur la cybercriminalité depuis 2008. Ensuite, il y a la police qui a intégré aussi ce phénomène-là de cybercriminalité. À la DIC, vous avez une division qui est consacrée à la cybercriminalité. Donc, c'est ça le rôle de l'État. Aujourd'hui, il surveille, hein, tout ce qui se fait sur Internet est surveillé par la police. La police est présente pour voir. Donc, tous les jours, vous voyez des gens Des qui font convocations, des effectivement. convocations. L'actualité, vous savez qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui arrêtées pour les Au propos tenu, par exemple, dans les différents. sont reconnus et puis ils n'ont pas été convoqués par la DIC, mais par la cybercriminalité. C'est parce qu'ils ont utilisé un système informatique, pour peut-être faire ce à quoi on les reproche, on leur reproche, quoi, en fait. Donc, le rôle de l'État, c'est la loi, c'est la police, etc., pour traduire en justice, sanctionner, c'est la sanction. Mais la sanction ne suffit pas. Il faut aussi sensibiliser. Mais souvent, bon, Qu'on doit éduquer peut-être. on doit éduquer. Là, peut-être que c'est des usagers, peut-être que votre question Mhm. est relative peut-être aux usagers ordinaires, quoi, etc. Parce que là, on peut dire quand même dans ces dossiers, il y a une dimension politique. Mhm. Ça, il faut l'admettre. Mm. Mais pour l'usager lambda, en fait, c'est pratiquement de la sensibilisation qu'il faut faire, pas seulement de la répression. Parce qu'il y a certains qui peuvent penser que derrière leur machine, ils sont anonymes, ils peuvent s'adonner à n'importe quel. Il faut insulter, ils peuvent s'adonner, alors qu'en fait, il n'y a pas d'anonymat sur Internet, que l'informaticien peut le confirmer. Si vous le faites, Mhm. à partir des traces que vous faites, que vous laissez, en fait, tout est traçable, hein. On peut vous identifier, vous retrouver là où vous êtes pour vous traduire en justice. Lamine Boit, vous qui s'active tout le temps sur l'informatique, à votre niveau, quelle doit être la posture de l'État par rapport à, bon, je dirais, à ces dérives, à cette cybercriminalité qui est devenue de plus en plus fréquente au niveau des réseaux sociaux? Alors, au niveau de l'État, je pense que c'est des lois contraignantes qu'ils doivent mettre En place. en place. Et Pas- donc, Oui, apparemment, les lois sont là depuis 2008, je pense. Depuis 2008, là, c'est des données, je sais pas, voilà. des données, Maintenant, après, peut-être l'efficacité de l'application de ces. oui, ça aussi. Par contre, aussi, je le disais tout à l'heure, hein, qu'il y a une responsabilité qui incombe aux opérateurs, aux fournisseurs d'accès à Internet. Effectivement. Et donc, à eux déjà de mettre en place un dispositif permettant, voilà, de contrer certaines attaques, parce que celui qui utilise le modem, par exemple, d'un opérateur, et donc celui-là n'a pas vraiment le contrôle total de ce dispositif. Ça incombe un peu l'opérateur. Et donc, c'est à lui de mettre en place des systèmes de protection tels que les pare-feux. Et donc, une technique qui permet de repousser ces attaques. Et au niveau des entreprises, aussi mettre en place des côtés soft, des logiciels qui permettent vraiment de garantir un peu la sécurité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas 100% de sécurité parlant de l'informatique ou bien de la technologie. On ne peut pas sécuriser 100% son dispositif informatique. Donc, tout le temps, il y a une once de fragilité. Non seulement il y a des mises à jour côté hacker, tu vois. Donc, c'est pourquoi même les logiciels de protection antivirus, tout le temps, ça requiert des mises à jour pour pouvoir vraiment contraindre certains, ou bien faire face à certaines attaques. Donc, c'est à peu près ce que je peux dire par rapport à cette question. Je voudrais juste ajouter que parmi les actions possibles de l'État aussi, même qui sont effectives, il y a la CDP, la Commission de protection des données personnelles. Aujourd'hui, une entreprise ne peut pas se permettre d'aller collecter librement les données personnelles. Mais peut-être qu'avant, vous pouvez porter plainte auprès de la CDP. Ou peut-être qu'aussi, si une entreprise a une volonté d'aller collecter des données personnelles, il va faire une déclaration d'abord. Il y a une procédure à suivre jusqu'à être certifié
par la CDP pour ensuite aller faire cette collecte-là. Mais cette collecte-là, est-ce que peut-être le propriétaire de ces données-là, il n'a pas droit, oui, Donner son à avoir consentement. peut-être, oui. Peut-être, en fait, bon, peut-être que la CDP a un ensemble de dispositifs qui lui permettent. D'abord, il faut recueillir le consentement de la personne. Mm. Il y a un ensemble de procédures. Moi, je l'ai une fois fait avec la CDP. On ne peut pas se lever directement pour aller collecter des données personnelles Mhm. comme des numéros, des adresses email, etc. Vous allez à la CDP, vous allez remplir des formulaires, etc. Il y a toute une enquête, hein, il y a toute une procédure assez contraignante pour en fait aller à terme avoir l'aval ou Mm. pas de la CDP pour aller collecter des données personnelles. Vous, si vous recevez des informations ou bien des messages sans avoir demandé ce qu'on appelle des spams, etc., vous avez la possibilité d'aller tous les jours, je pense que tous les mois ou bien tous les trimestres, la CDP publie son bulletin pour dire que telle ou telle entreprise a violé, est mise en demeure pour Mm. avoir violé la loi sur les données personnelles. Ça, c'est fréquent. Donc ça aussi, ça fait partie des mesures de l'État parce que la CDP, c'est public. Par rapport à cette prévention, par rapport à ces entreprises ou bien en tout cas ces réseaux, quel doit être à leur niveau leur rôle pour vraiment protéger ces données personnelles? Parfois, on le voit, vous postez quelque chose, on vous dit par exemple le contenu, quelque chose comme ça n'est pas diffusé, quelque chose comme ça. Est-ce que à votre niveau, est-ce que vous pensez que c'est largement suffisant pour protéger Quand vous postez, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc. Oui, pas là, peut-être que ce sont les réseaux sociaux qui ont qui définissent leurs normes aussi, hein, qui définissent leurs normes, qui vous disent que voilà, c'est telle ou telle publication viole nos Mm. conditions, etc. Donc, c'est souvent lié à cela. Ce qui arrive que souvent, quand vous publiez un contenu, il est bloqué ou effacé. Ça arrive sur Facebook, Facebook le fait, YouTube le fait, ensuite TikTok même aussi, hein. Là, ce sont les règles qui leur sont propres, en fait, qui leur sont propres, qu'ils ont défini un ensemble de règles, un ensemble de normes pour dire que voilà, pour publier sur notre plateforme, il faut respecter un certain nombre de critères. Maintenant, ceux qui ne respectent pas ou qui violent ces règles-là euh, font face à des blocages ou bien à des suppressions de contenu, de leur contenu. Lamine Mbodj, le rôle des opérateurs par rapport à cette prévention, ou à cette lutte contre Je dirais les données personnelles, plutôt la responsabilité. oui, oui, effectivement. Et donc, quelque part, ils peuvent être responsables s'agissant, par exemple, d'informations personnelles. Maintenant, eux aussi, ils ont leurs normes, comme vient de le dire M. Niass, ils ont leurs normes à respecter. Et donc, quand on offre un service, il y a un contrat qui te lie avec le client. Et donc, dans ce contrat, normalement, il doit y figurer toutes les informations qui vous lient, ou bien tout le contrat qui vous lie entre le client. Et donc, des limites, il peut y avoir. Et si les deux parts savent voilà, ce qui les attend dans ce contrat, donc s'ils arrivent à respecter le part, donc voilà, je pense qu'on peut éviter que des données personnelles soient abusées ou utilisées à des fins qui dès le départ n'étaient pas convenues. Donc, ils ont une responsabilité, mais dans la plupart de ces contrats, ces cas-là figurent dans les clauses, en fait. En principe, ça se fait dans les clauses, même si peut-être parfois dans la responsable ou bien l'application de ces clauses-là, il y a parfois peut-être des défaillances ou bien des insuffisances. Toujours, on constate bon, ce développement ou bien cet essor des réseaux sociaux, du digital, du numérique aujourd'hui. Certains nous parlent même de l'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, tout le temps, on l'entend. Ça veut dire quoi, l'intelligence artificielle, aux côtés de l'innovation où on parle aussi du numérique en tout? C'est quoi l'intelligence artificielle? Oui, l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le must, quoi. C'est le high level, quoi. Aujourd'hui, c'est ce qui fait
ce qui est en vogue quoi, dans le système informatique, dans le milieu informatique. Alors, l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, c'est une intelligence artificielle. En fait, il y a une intelligence qui n'est pas artificielle, mais qui est naturelle, humaine. Alors, c'est cette intelligence humaine-là que l'on cherche à transposer sur une machine. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est une branche de l'informatique qui cherche à simuler les fonctions cognitives, la connaissance, quoi, les fonctions cognitives de l'humain sur une machine, en fait, pour lui permettre de réagir, de penser, d'avoir les fonctions cognitives, quoi, penser, réfléchir, apprendre, etc., comme le fait un être humain. Et ce qui a propulsé l'intelligence artificielle ces dernières années, c'est ChatGPT, en fait. L'intelligence artificielle existe depuis très longtemps, hein, mais ce n'était pas popularisé. Mais avec quand ChatGPT est venu, C'est lui, qui est ce ChatGPT? ChatGPT, c'est une application développée par OpenAI. Oui, c'est juste pour s'insérer dans nos auditeurs. Following, qui est voilà, une entreprise associée avec Microsoft, qui avait mis au point cette ChatGPT. Parce qu'en fait, il est populaire parce qu'il permet de réagir ou de donner des réponses à toutes sortes de questions, en fait. Si vous l'avez utilisé, vous lui posez n'importe quelle question, il peut vous apporter une réponse. Surtout dans le milieu du travail, c'est aujourd'hui un outil qui peut produire des textes, qui peut vous documenter sur énormément de choses. Donc, pour revenir un peu à votre question, l'intelligence artificielle, c'est ça. On cherche à simuler, à transposer l'humain sur une machine pour lui permettre maintenant de répondre, de réagir, de travailler, ou bien comme un être humain normal. Lamine Bouch, en tant qu'informaticien, quand on vous parle par exemple de l'intelligence artificielle, quel regard avez-vous par rapport à cette appellation? Ça vous dit quoi? Ouais, la définition. Et donc, je dirais que c'est un programme qu'on a mis en place pour imiter l'être humain. Et donc, des algorithmes de calcul qui sont capables de, une fois insérés ou bien affectés à une machine, à un support informatique, de pouvoir reproduire ce que fait l'humain. Donc, c'est tout simplement ça. Donc, Ouais. y a-t-il peut-être un fonctionnement un peu particulier par rapport à ça, à l'intelligence artificielle? Oui, dans la programmation, quand on prépare une intelligence artificielle, on appelle ce qu'on appelle le machine learning. C'est-à-dire qu'on ne crée pas seulement l'outil, on lui apprend, on lui donne l'apprentissage, comme ce que vous faites à votre enfant, on l'éduque. Vous éduquez votre enfant, vous lui apprenez le monde, vous lui dites telle ou telle chose, c'est pas bon, telle ou telle chose. Donc ici, le processus est assez similaire. Après avoir programmé la machine, on lui donne des quantités énormes, des milliards et des milliards et des milliards d'informations. Peut-être que tout le contenu de l'Internet peut être versé, peut-être donné à une intelligence artificielle pour lui permettre d'apprendre à reconnaître par exemple un chat. On lui donne des quantités d'images d'un chat jusqu'à ce qu'il comprenne que ceci est un chat. Vous avez parlé tout à l'heure de Facebook qui reconnaît les contenus. C'est parce qu'ils utilisent un système d'intelligence artificielle. Quand vous publiez sur Facebook, l'algorithme de Facebook est capable de savoir si ce que vous avez publié, c'est un chat ou bien c'est pas un chat. Pourquoi quand vous publiez peut-être l'image d'une femme nue sur Facebook, Facebook le reconnaît facilement? C'est parce qu'il n'y a pas une personne derrière, une personne humaine derrière qui va dire que supprimer. C'est parce qu'il y a une machine qui va reconnaître que ceci est une femme peut-être nue et nos conditions ne permettent pas, n'acceptent pas de publier la nudité, etc. Donc ça, ce sont des machines qui sont derrière. Comment cette machine-là est arrivée à comprendre que ceci, c'est le corps d'une femme qui n'est pas habillée, etc. Donc ça, c'est parce qu'il y a un apprentissage derrière avant d'arriver là. Donc c'est ça comment ça fonctionne. On lui donne quantité d'informations sur un processus souvent assez long jusqu'à ce qu'il comprenne ceci et cela, ceci et cela. Voilà, ce visage-là, ça c'est un visage d'humain, etc. Donc il y a toute une procédure, tout un processus assez long, ce qu'on appelle le machine learning, ça part de là. Effectivement, merci beaucoup. Lamine Bouch, par rapport à ce fonctionnement de l'intelligence artificielle, comment nous, peut-être lambda, on peut distinguer une intelligence artificielle, son fonctionnement, sa particularité? Ok. Voilà, comme on l'a expliqué dans ta définition, hein, l'intelligence artificielle permet de reproduire voilà, ce que l'humain peut faire
Maintenant, un exemple que je peux donner, bon, je travaille, je peux pas, en fait, je dois pas le dire, j'allais dire, puisque c'est un projet qui est en cours, mais je travaille sur un projet qui permet, entre autres, de traduire systématiquement les audios comme WhatsApp, hein. C'est-à-dire, moi, j'utilise la langue française, mon interlocuteur qui est peut-être quelque part dans le monde parle l'anglais, chinois, je ne sais pas. Donc, quand j'active l'outil qui me permet d'enregistrer l'audio, donc de mon côté, c'est la langue française qui va sortir, mais en fait, qui va entrer, j'allais dire. Mais à la sortie, il y aura un algorithme qui va permettre de traduire l'audio français en anglais ou bien traduire ça dans une langue qu'utilise mon interlocuteur. Donc là, la technique utilisée, c'est l'IA, un algorithme qui va être capable de reconnaître une langue pour la traduire en une autre. Voilà, c'est ça un peu un exemple que je peux donner. Et ça peut être même une machine. Par exemple, à Singapour, ils sont en avance sur l'IA, très en avance, même les feux rouges sont contrôlés par l'IA, entre autres. Et donc, on peut même voir les robots capables d'interagir avec l'humain, donc qui sont programmés pour donner des contraventions, des trucs du genre, tu vois, et même, voilà, à travers lesquels on peut faire des requêtes. Ça peut être pour manger, ça peut être pour commander, entre autres. Donc, c'est un exemple pour expliquer un peu ce que peut être l'IA. Donc, voilà. Pour ajouter encore, l'exemple de Mbot me rappelle un autre que j'ai personnellement vécu. C'est-à-dire qu'on était dans un grand événement international ici à Dakar avec plusieurs nationalités. C'était le forum de l'économie sociale et solidaire. On avait reçu beaucoup d'Asiatiques. Et puis moi, je faisais partie des organisateurs. Et à un moment donné, je voulais discuter avec une dame qui venait, je pense que de la Corée, de cette zone-là. Et puis, il ne parlait ni anglais ni français. Mais quand je l'ai interpellée, tout de suite, elle a eu le réflexe de sortir son téléphone, ouvrir une application et de me dire ce que je voulais dire. Quand j'ai dit en français, j'ai parlé en français, elle a regardé, elle a aussi regardé, elle a parlé sur le smartphone et elle m'a montré. Ça a été traduit en anglais, j'ai compris. Donc, tout ça, ce sont des applications de l'intelligence artificielle. Pour vous dire que ces outils-là, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, au cœur de nos vies. Certainement, vous voyez aujourd'hui que des voitures sont conduites sans chauffeur, des gens chauffeurs qui peuvent conduire et vous voyez tous les jours des applications de cette nature-là. Abdoulaye Niasse, vous qui êtes docteur en sciences de l'information et de la communication, quand peut-être, est-ce qu'il y a peut-être une nouveauté au niveau du traitement de l'information avec l'avènement de l'intelligence artificielle? Peut-être nous allons rester dans notre domaine un petit peu. Merci beaucoup. Vous avez dit docteur, juste une prière. Le doctorat en sciences de l'information et de la communication, c'est un souhait, je dis Amin. Oui, effectivement, de plus en plus, on parle de l'intelligence artificielle dans le domaine des médias. Pour dernier, on a même fait un petit séminaire. Voilà, récemment, la semaine dernière, vous en parlez, il y a eu une formation pour préparer les journalistes voilà, sur les applications de l'intelligence artificielle. Mais bon, d'après les retours que j'ai eus, la formation, ça portait sur comment communiquer avec une intelligence artificielle. Parce que si vous avez l'habitude d'utiliser ChatGPT, par exemple, vous avez ce qu'on appelle les prompts. Les prompts, ce sont les questions que vous lui posez pour qu'il vous apporte des réponses. C'est-à-dire qu'on ne communique pas n'importe comment. Il y a une façon de communiquer avec une intelligence artificielle si vous voulez avoir des réponses appropriées auxquelles vous attendez, en fait. Donc, je pense que la formation a apporté cela. Maintenant, dans le domaine des médias, aujourd'hui, peut-être pour la rédaction de textes, bon, il n'est pas souhaité que les gens se substituent
se substitue. Mais l'intelligence artificielle, si vous, dans le travail journalistique, par exemple, si on fait de la radio, il y a aujourd'hui le traitement du son, etc., qui est amélioré, optimisé. Aujourd'hui, vous avez vu que des présentateurs, comme l'exemple de la traduction, en fait, vous avez une masse de données, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle. Quand les rapports sortent, par exemple, vous pouvez vous servir d'eux pour gagner du temps. Vous n'avez pas à éplucher des rapports très volumineux. Vous pouvez avoir, bon, même si les pratiques sont très rares, hein, moi, d'après mes observations, je n'ai pas encore constaté un usage On peut dire que les médias sénégalais traînent un peu les pieds. parce que, bon, il y a énormément de données numériques qui pourraient être traitées via l'intelligence. Comme par exemple, quand les structures sortent le rapport, vous pouvez faire l'analyse via l'intelligence artificielle, hein. La traduction aussi, c'est aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes dans une conférence, vous êtes dans une manifestation, vous ne parlez pas la langue. Vous avez la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour comprendre ce que l'on dit. Pour traiter votre traitement d'image aussi, il y a énormément aujourd'hui traitement d'image, présentateur. Vous voyez j'ai vu une application qui a permis à une présentatrice du journal TV d'être en train de parler en anglais, alors qu'il a fait son journal en français. En français. Je pense que c'était une vidéo qui a beaucoup circulé, hein, une présentatrice de la RTS qui s'exprime en anglais, alors qu'en réalité, il a fait son JT en français. Donc, cela peut permettre de toucher un public beaucoup plus large. Il y a énormément d'applications. Il faut que les journalistes aussi essayent de voir, mais pas en laissant la machine ou l'intelligence se substituer complètement au travail journalistique. Parce que le travail journalistique, c'est quand même rigoureux. Il y a de la vérification, l'écriture, l'authenticité. Il y a une enquête réalisée aux États-Unis sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les médias. Et l'enquête a porté aussi sur les lecteurs. Et quand on a interrogé les lecteurs, ils ont dit qu'eux, ils préfèrent lire des textes rédigés par des êtres humains que par l'intelligence artificielle. Vous pouvez écrire tout votre journal à partir d'une application d'intelligence artificielle. Mais est-ce que ça, c'est authentique? Il y a des questions éthiques en fait qui se posent autour de l'usage de la facilité artificielle. Pour faciliter. Lamine Boche, par rapport à ça, quel apport peut-être pourrait avoir l'intelligence artificielle dans notre secteur, c'est-à-dire les médias? Les médias. Voilà, c'est plutôt l'automatisation des tâches, hein. C'est-à-dire ce qu'on fait tout le temps d'une manière répétitive. On peut vraiment développer l'IA pour qu'on puisse avoir vraiment un contenu qui permette de diffuser sans pour autant répéter les tâches. Et donc, ça peut aider dans ce cas-là. Encore que, voilà, dans vos reportages même, on peut trouver des solutions pour vraiment gagner du temps. Et donc, au lieu d'aller en reportage et de venir monter vos éléments, on peut développer une application AI qui permet sur place déjà, en faisant votre reportage, de faire automatiquement le montage et puis l'envoyer pour que ça passe, hein. Tout ça, c'est... Non, l'IA est là pour régler ces problèmes. Et avec ces avantages que vous venez de souligner, et selon vous, pourquoi les médias sénégalais traitent toujours? Pour moi, c'est une question de culture. Et on a l'habitude, nous, Africains, quand on n'est pas trop concerné par la modernité, quand on n'a pas cette faculté d'aller à l'innovation, d'aller vers la modernité, on traîne. On traîne pas. Il y a peut-être l'Afrique du Sud qui peut-être suit, mais il est rare de trouver un pays africain qui est au niveau des pays qui sont vraiment en avance concernant la technologie ou bien même l'IA. Et donc, pour moi, c'est une question de culture qui fait que, voilà, nous, Africains, on traîne les pieds, on a du mal à suivre. Donc, voilà. Et même l'infrastructure, hein, ça aussi, il faut le dire, hein,
il faut régler le problème de l'infrastructure technologique, c'est-à-dire les supports à travers lesquels passent les bandes passantes. Il faut qu'on ait des bandes passantes qui sont vraiment importantes. Côté énergie aussi, l'énergie électrique, on connaît les coupures tout le temps. Hein. Ça, le problème, il faut le régler pour pouvoir aller vers ces technologies. Parce que Ça demande des préalables, si je des comprends. préalables, voilà. Et donc, je vais vous donner un exemple. Hein. Quand on développait le cloud, le cloud, c'est quelque chose, une plateforme qui permet d'héberger des données. Ça peut être des données de l'entreprise Sud FM, par exemple. Et au niveau utilisateur, si quelqu'un veut travailler, il va se connecter sur l'interface pour avoir accès à ces données-là, aux données de l'entreprise pour pouvoir travailler. Or, si il n'y a pas une bande passante qui est importante, qui permet à utiliser cette plateforme, le service ne sera pas disponible. Et même que aussi, s'il n'y a pas d'énergie électrique, on ne peut pas utiliser le dispositif qui permet de se connecter et même manipuler ces données. Donc, comme vous dites, c'est des préalables qu'il faut régler pour pouvoir vraiment aller vers ces innovations. Et je me rappelle même, comme moi, je suis dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le côté digital aussi, j'ai rencontré des entrepreneurs qui proposaient des solutions qu'on n'a pas encore développées en Afrique. Et il y a quelqu'un qui l'a, même le ministre a parlé de ça, le nouveau ministre de la Communication, hein. Il disait que, voilà, il disait que, voilà, est-ce que ça sert à quelque chose de proposer une technologie Qui n'est pas adapté. voilà, qui n'est pas adaptée à notre réalité, quoi, parce qu'il y a des préalables, entre autres. Donc, voilà, c'est ça un peu. Donc, si je comprends bien, ça reste encore pour qu'on puisse vraiment se lancer dans cet monde de l'intelligence artificielle. Oui, mais généralement, bon, les médias sénégalais, généralement, sont conservateurs. On veut conserver on est tous les habitués, préfèrent s'accrocher à des anciens modèles plutôt que d'intégrer les nouvelles innovations qui sont en train d'être mises en place. Hein. Il y a certains, peut-être, on parle de la disparition du papier, mais si vous regardez aujourd'hui au Sénégal jusqu'à présent, mais bon, on est quand même dans une entreprise de presse qui a fait exception, hein, parce que je rappelle que Sud est le premier groupe de presse qui a créé un site web d'information dans les années, à la fin des années 90, 1997. 1987, Sud a créé le premier site web d'information. Maintenant, est-ce que ceux qui devaient suivre a suivi, etc. Donc, est-ce que c'est pas aussi, on s'accroche pas trop aux anciens modèles, au papier, à la radio, etc. Est-ce que la digitalisation... Peut-être c'est à l'image du peuple, des auditeurs, entre autres. Oui, mais les éditeurs sont parfois en avance, hein, sur bien des entreprises médiatiques. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la façon dont on consomme, dont on consommait l'information a totalement... Il y a des mutations, quoi, complètement révolutionnaires, quoi, aujourd'hui. Les gens s'informent via les smartphones. Mais est-ce que les médias suivent maintenant ce modèle-là, ce système d'information? C'est pas très sûr. Donc, merci beaucoup. Après avoir fait le tour des différentes thématiques de l'innovation au numérique en passant par la digitalisation et l'intelligence artificielle, nous voilà arrivés au bout et au terme de cette émission intitulée Club des innovateurs. Le premier numéro qui vient de se dérouler que j'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous présenter et co-animé avec Lamine Bouch du service de l'informatique de la radio Sud FM et Abdoulaye Niass. Je rappelle que vous êtes journaliste de profession et doctorant en sciences de l'information et de la communication. Votre dernier mot? Bon, je vous remercie et vous encourage et je souhaite aussi plein succès à cette émission. Je pense que ça va être une émission très importante qui surtout répond à un besoin parce que toutes les questions sur lesquelles nous avons discuté aujourd'hui sont assez pertinentes et actuelles. Et je pense que c'est une demande, hein, des usagers des médias parce que ce sont des usagers
comme nous l'avons évoqué, mais qui peut-être ignorent certaines choses. Donc, c'est une émission qui doit venir pour ensuite lever le voile et puis conscientiser, parler un peu de ce monde numérique-là, hein, qui est assez virtuel, mais qui est au cœur de nos vies aujourd'hui. Donc, je souhaite plein succès à cette émission et nul doute que cette émission sera un grand succès, Inch'Allah. Merci beaucoup, Abdoulaye Niass. Lamine Mbouch, votre dernier mot? Oui, un plaisir de partager le plateau avec M. Niass, qui vraiment a répondu d'une manière pertinente aux questions. Donc aujourd'hui, moi-même, je l'ai épaulé en tant qu'on m'a posé des questions et d'une personne vraiment n'est même pas à ces questions-là. Pour moi, j'étais là. Non, vous étiez d'une pertinence remarquable quand même. Voilà, donc on prie pour que ça puisse aller de l'avant. Et donc voilà, merci aussi à notre technicien, Pape Abdoulaye Dieye. réalisateur, Pape Abdoulaye Dieye. Ok, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Merci, chers auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro de Club des innovateurs sur la radio Sud FM.